Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je suis très content d'être là pour les 10 ans de Devoxx parce que Devoxx c'est un événement qui a vraiment marqué ma carrière de développeur. Donc aujourd'hui on va parler des records du monde, tour d'horizon et cas d'utilisation. Juste un petit disclaimer au cas où si certains veulent quitter la salle, on va pas du tout parler du Guinness Book des records. On va pas parler du record de nombre de pastèques éclatées entre ses jambes en 5 minutes, c'est pas du tout le talk aujourd'hui. On va parler des records en Java et du pattern plus généralement. Alors les records, ça existe, ça a été introduit progressivement en JDK 14, en JDK 15 par des previews. Ça a été standardisé en JDK 16. Et maintenant avec la sortie de JDK 17 qui est la nouvelle long term support, c'est quelque chose que vous pouvez totalement utiliser en production. Donc c'est un nouveau type de classe. Donc dans cette présentation, on va prendre un exemple tout au long donc, du compte de médaille qui est trois comptes différents, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc ce nouveau type de classe, c'est un nouveau mot-clé qui est record. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce nouveau type de classe? Donc en haut, c'est du code Java 16-17, et en bas, ça serait du code qu'on écrirait avec d'anciennes versions de Java. Donc en fait, en gros, une déclaration en une seule ligne, la ligne numéro 1 tout en haut, en fait, on décrit à la fois un constructeur et trois nouveaux attributs pour cette classe. Donc avec ces attributs, attention, il faut noter que c'est ligne 4, 5, 6 en haut, c'est pas des getters en fait. C'est des attributs qui sont accédés directement, et ces champs sont immutables. Donc l'équivalent dans des versions classiques de Java, ça serait de faire des champs private final avec un constructeur qui assignerait automatiquement les valeurs. Donc ça, c'est un petit raccourci en termes de déclaration. Autre petit truc sympa, par défaut, en fait, la méthode toString, elle est implémentée. Donc avec le nom de la classe et le nom des attributs et leurs valeurs, automatiquement pour nous. Ensuite, pour moi, une des choses qui est le plus importante, donc c'est pas grave si le code en bas il dépasse, mais c'est quelque chose qu'on avait souvent l'habitude de faire, c'est quand on veut une égalité sur l'ensemble des attributs de la classe, on a implémenté les méthodes equals et hashcode pour faire l'égalité entre deux instances de classe. Souvent, on utilisait un IDE pour nous le générer avec IntelliJ ou autre. Et là, en fait, c'est fait pour nous. C'est intrinsèquement, par built-in dans le langage, en fait, c'est automatiquement fait pour nous. Donc on pourrait dire que c'est peut-être pas grand-chose, on a l'habitude de le générer, mais l'avantage c'est que si vous rajoutez un nouvel attribut, vous n'avez rien à changer, pas besoin de penser à régénérer des equals hashcode qu'on aurait dû laisser par-ci par-là. Donc là c'est automatiquement introduit dans la définition même d'un record en Java. Alors maintenant je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Benoît Priou, je suis plus connu sur les réseaux sociaux par Binout. Drôle d'histoire pour ce nom, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Je travaille depuis un peu plus d'un an chez Alan, qui est une assurance santé qui se veut être votre partenaire avec des outils numériques pour vous aider à vous soigner. On veut essayer de vous aider à simplifier toute la démarche que vous avez avec les mutuelles, qui est souvent un peu compliquée. Je suis allé là-bas après une expérience totalement différente avant, parce que je voulais intégrer une nouvelle culture aussi, parce que cette boîte vous propose une culture vraiment différente, où on a, par défaut, on est en travail asynchrone, remote friendly, on a l'ownership assez distribué sur toute la boîte, on n'a pas de manager, euh, et le fait que c'est vraiment assez disruptif et c'est à l'image de notre produit. Donc si vous voulez en discuter plus tard, on pourra en discuter, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et en tout cas, je suis allé là-bas et c'était pour moi un grand changement parce qu'en fait, j'ai fait dans ma carrière 15 ans de Java. Et en fait, là-bas, ils font pas de Java, ils font du Python. Et moi, j'avais fait du Java et j'avais fait aussi d'autres langages sur la fin de il y a quelques années. J'avais commencé à faire du Kotlin et du Scala. Et en fait, ça va un peu raconter l'expérience que j'ai avec les records et le pattern qui est derrière et que maintenant que ça arrive en Java, moi j'ai déjà testé et utilisé ce qui ressemblait à des records. Et l'idée de mon talk, c'est de vous donner un petit peu des cas d'utilisation pour que dès maintenant, vous savez comment les utiliser ou quels sont des petits trucs et astuces. Donc moi, peut-être que vous le savez déjà, mais en fait en Java, il y avait quelque chose qui existait déjà, qui n'était pas dans le langage en lui-même, mais il y avait des librairies qui simulaient ça, qui simulent toujours, qui s'appellent Lombok. Donc c'est par un mécanisme à la compilation avec des annotations processeur qui analysait les annotations que vous mettez sur vos classes et qui permettait de générer du code, ce qui évitait de vous-même les écrire. Donc là, l'équivalent aujourd'hui d'un record, ce serait à peu près le arrobas data. La seule différence, si vous voyez à la ligne 9, 10, 11, c'est que ce n'est pas des champs qui sont accessibles directement, c'est un getter. Donc c'est un petit peu différent. Mais on a les mêmes choses, on a l'immutabilité, on a le constructeur et on a le toString. Alors, le record, c'est bien, mais en fait, ça rajoute une dépendance au projet. C'est toujours un petit peu embêtant. La configuration, la notation processeur, j'ai souvent eu des petites difficultés. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Est-ce que ça marche dans l'IDE? C'est un peu magique. Un développeur arrive, il voit pas le getter, mais en fait, il existe vraiment. Donc ça, c'est des petits surcoûts un peu qui peut des fois être un peu compliqué à gérer. Et moi, ce qui m'embêtait avec Lombok, c'est qu'en fait, il n'y avait pas que arrobas data. Il y en avait plein. Arrobas builder, arrobas equal hashcode. Et en fait, ça ouvre tellement de possibilités que ça perd un peu finalement le focus du développeur qui peut utiliser un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai pas vraiment accroché toujours à Lombok.
Après, j'ai fait, comme tout le monde, à un moment donné, on a été voir un peu d'autres langages sur la JVM, j'ai été voir un peu Scala. Il y avait un truc qui s'appelait les case classes, et à l'époque, moi, en Scala, j'ai pas réussi à accrocher tout de suite, donc j'ai pas vu tout de suite la valeur. Donc, mais ça existait, et aujourd'hui, c'est l'équivalent totalement des records en Java. Et après, il y a un langage où j'ai beaucoup plus accroché, qui est Kotlin, où j'ai vraiment là commencé à me dire que je suis peut-être un Kotlin développeur et pas un Java développeur, ce qui était assez bizarre quand on fait 12 ans ou 13 ans de Java. Et la data class, bah, c'est quelque chose qui est assez naturel dans le langage et qui m'a tout de suite plu. Et c'était les records en avance. Par l'intermédiaire d'un petit mot-clé data qu'on mettait dans la classe, on avait la même chose, un constructeur avec toutes les features qui vont avec. Et puis après, je suis arrivé chez Alan, et Alan, on ne fait pas des Java. Et j'ai dû apprendre un nouveau langage, from scratch, qui est Python. J'en avais jamais fait. Et c'est marrant parce que quand on a un nouveau langage, on commence à retrouver des patterns qu'on avait dans l'ancien langage, des trucs qui... Et j'ai retrouvé en fait quelque chose qui ressemble très fortement, qui s'appelle les data classes, avec un décorateur qu'on applique sur une classe. Et moi, j'ai dû voir un petit peu les subtilités, c'est que par défaut, en fait, les champs étaient mutables, ce qui m'a un peu perturbé. Mais heureusement, il y avait une configuration qui permettait de les rendre immutables avec frozen égale true à côté du décorateur. Et donc là, en fait, moi, je me suis retrouvé mes petits et j'ai dit, bah tiens, en fait, il y a des patterns qu'on peut facilement utiliser de langage en langage. Et donc, quand les records sont arrivés en Java, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un talk, on va essayer de faire un peu tout ça. Donc, c'est l'idée maintenant de vous donner quelques. Alors, c'est pas des guidelines, hein, c'est des trucs et astuces qui sont valables des fois en Java, des fois dans tous les langages. On verra en fonction des cas. Alors, d'abord, le pattern qui vient tout de suite en premier, c'est le DTO, Data Transfer Object. L'idée, c'est de faciliter le transport d'une donnée entre. Pour de la sérialisation, désérialisation, ou entre deux systèmes, entre deux API. Et donc on va facilement, avec les records, on a une facilité d'écriture pour déclarer justement ces structures de données. Donc c'est pas forcément l'utilisation de l'écolage code qui est ici vraiment utile, mais c'est plus le fait qu'en une ligne, on peut facilement décrire une donnée et pas avec des getters ou autre. Ensuite, passons sur des petits trucs et astuces qui peuvent être valables dans d'autres langages. Dans cet exemple ici, on va imaginer qu'on a une hash map. Et la clé de cette map, c'est en fait le nombre de médailles. Et en fait, on a en face une liste de pays. Et en fait, souvent, on avait des problématiques à avoir une clé composée dans une hash map. Quand on a besoin d'avoir vraiment une notion de clé composée, avec un record, on peut décrire cette clé composée et on a toutes, comme les quotes et hashcodes sont implémentés, on a tout de suite une facilité. Donc, si vous avez ce besoin-là, pensez tout de suite au record pour composer des choses qui ont une sorte qui peuvent être pour une clé de hash map. Moi, je me suis rendu compte ici en Python où j'ai utilisé assez rapidement aussi des data classes pour faire des clés dans des dictionnaires, par exemple. Autre petit truc astuce, en Java, là où dans cette méthode qui est ici, on a une liste de pays en entrée et on veut la trier selon le nombre de médailles par chacun des pays. Donc on a une API stream en Java où on peut mapper sur les pays et en fait on a un service externe qui va nous donner pour un pays le nombre de médailles. Et donc par l'intermédiaire d'un record qui est ici local, donc déclaré dans la méthode, ça peut nous faciliter l'écriture de la lambda, qui aurait été un peu plus compliqué à écrire, parce que là, à la ligne 6 et 7, si vous voyez, en fait, on a mappé le pays directement sur un couple, une sorte de tuple finalement, pays et le compte de médailles. Ce qui permet derrière de pouvoir trier sur le nombre de médailles, et à la fin de récupérer finalement que le pays, parce que c'est ce qui nous intéressait sur la ligne 9, où on récupère que le pays dans la data, et on collecte. Donc là, c'est une petite truc et astuce qui peut être utile d'utiliser localement des records pour des besoins d'API fonctionnels. Autre point qui pour moi est là, on passe sur des choses qui sont plus intéressantes, qui sont valables dans tous les langages, donc là je vais plutôt le montrer en Java, mais c'est la primitive obsession. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation de Bruno Bocard hier. C'est des choses qui peuvent être problématiques dans un projet où on commence à avoir des strings partout. Exemple, cette méthode, ligne 1, getMedalCount, où on a 3 paramètres strings, ce qui est juste différencié par le nom du paramètre, country, Olympic Games, sport. Et l'erreur qu'on peut avoir, c'est que vous voyez, ligne 7, par exemple, on a un premier appel où on passe a priori les bons paramètres. Ligne 8, on a inversé 2 paramètres, je ne sais pas pourquoi, et il n'y a aucun problème, c'est qu'on ne sait pas détecter la compilation. Il n'y a aucun moyen de le détecter. Et encore pire, si on commence à faire du refactoring sans utiliser un IDE en changeant l'ordre des paramètres, aucun moyen de savoir dans quel endroit du code ça peut casser. Sauf si on écrit peut-être des tests unitaires un peu partout, ce qui est aussi une bonne pratique. Mais la solution pour moi, c'est plutôt d'introduire les records, qui est une solution à la primitive obsession, par un pattern qu'on appelle plutôt identifier type. C'est de en fait encapsuler, de wrapper ces types primitifs par un contexte, qui donne un contexte à cet objet. Donc on a par exemple un code pays, country code, un Olympic Game ID, un sport name, qui peut paraître un petit peu juste une surcouche d'un string, c'est pas grand chose, mais finalement comme c'est facile à écrire maintenant en record, avec un record, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire dans un projet, et la signature est un peu plus chargée, mais maintenant elle est sûre, elle est safe. En fait maintenant on est sûr qu'on ne peut pas mettre un paramètre au lieu de l'autre,
Donc ça, c'est quelque chose qui marche dans tous les langages typés. Et moi, les records permettent de rajouter en fait, du typage beaucoup plus intéressant que des primitives obsession. Donc je vous conseille. Après, autre point, c'est que les records, ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi commencer à vous rassembler de l'invariant métier. Des choses qui sont sûres dans votre métier et qui ne peuvent pas exister en dehors de votre métier. Par exemple, sur un compte de médaille, on imagine que les int ici peuvent forcément être positifs. Si on met des négatifs, ça va être un peu bizarre. C'est quelque chose que vous ne voulez pas apparaître nulle part ailleurs dans votre code, et si ça apparaît, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire beaucoup souvent, dans les différents langages, une sorte de validation post-construction pour tester un peu les combinaisons entre différents paramètres et de lancer une exception pour empêcher que ça arrive. Voici la syntaxe qu'on a en Java, en ligne 3 en record. Donc ce n'est pas une redéfinition du constructeur. Cette fois-ci, c'est une méthode, en tout cas une façon d'écrire du code qui est appelé en plus du constructeur. Donc on n'a pas justement à gérer l'ajout d'un nouveau paramètre qui aurait été compliqué si on avait surchargé le constructeur. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on commence à dire que les records, ce n'est pas juste une structure de DTO, c'est une structure métier en fait. Et on commence à approcher des notions de domaine driven design, où pour moi les records sont vraiment quelque chose qui a du sens. Effectivement, parce qu'en fait en domaine driven design, je ne vais pas forcément expliquer tout le contexte, mais on fait des domaines modèles, donc on essaie de modéliser son métier sous la forme d'objets. Il y a quelque chose qui est de base qui est l'entity, c'est l'objet métier qui est assez facile à comprendre, c'est l'entité qui a un cycle de vie, qui a un ID. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à modéliser. Et quelque chose qui est la plus importante pour moi dans un domaine modèle, c'est le value object. C'est l'objet métier qui est immutable, qui n'a pas d'ID et qui est défini par ses attributs. Et là, si on voit la définition d'un value object, en fait, les records, ça marche totalement. C'est totalement idéal pour modéliser un value object. Et moi, ayant fait du DDD en Java, en créant des classes Java qui avaient des getters, des private final, que j'implémentais les code, c'était vraiment très embêtant et je pouvais comprendre que ça pouvait être une barrière pour des gens d'avoir cette boilerplate qui était à écrire pour faire du DDD en Java. Et donc pour moi, avec les records, exemple ici, toujours notre medal count, on va commencer à mettre plein de choses dedans. On lui met une méthode pour calculer le nombre total de médailles. On peut commencer à lui faire un comparateur, donc en ligne 16, où on compare en utilisant un comparateur métier ici. Normalement, dans le classement des tableaux des médailles au JO, c'est d'abord la médaille d'or, puis la médaille d'argent, puis la médaille de bronze. C'est pas le total qui est important. Donc là, on voit qu'on centralise du métier. Et on peut même aller plus loin des fois, et on peut commencer à ajouter de l'arithmétique entre des records. On peut commencer à se dire, si on ajoute 2 records entre eux, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc là, il y a des fois, ça peut avoir du sens de centraliser cette opération. Donc là, on est bien sûr immutable, donc on va pas modifier le record, on va renvoyer un nouveau medal count en implémentant une opération d'addition. Donc ici, c'est très simple, c'est l'addition des médailles de chacun des types, mais ça pourrait être plus compliqué. Et en fait, je ne sais pas si vous avez reconnu un petit peu, je ne vais pas non plus mettre des gros mots dans la présentation, mais on va vers le monoïde, en fait, donc la programmation fonctionnelle. Donc un record commence à faire des liens avec des choses très intéressantes, parce que la méthode add ici devient un opérateur binaire qui est associatif, et on peut définir un élément neutre, qui est intéressant dans la définition d'un monoïde. L'élément neutre ici, c'est 0, 0, 0. Et en fait, comment ça marche? L'élément neutre, il est expliqué par le fait qu'on peut ajouter cet élément à un medal count existant, et on obtiendra la même chose. Donc c'est pour ça que ça ne va pas changer. Et si on veut faire l'addition d'un medal count d'un sens ou dans l'autre, c'est associatif, ça sera le même résultat. Et c'est là où je fais la transition avec un Cyril Martrard, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pour moi une des présentations qui m'a marqué le plus à Devoxx en 10 ans. C'était les monoïdes démystifiés en Java et avec des verres de bière. C'est vraiment une super présentation. Et aujourd'hui, avec l'angle des records qui rajoute une simplification sur ça, ça m'a changé. En fait, en tout cas, cette conférence de Cyril m'a changé la vie. Et maintenant, je le vois ici avec les records que ça donne encore plus de valeur à cette présentation. Et si je fais juste un résumé, c'est qu'aujourd'hui, il résume que la problématique souvent dans les systèmes, c'est de résoudre 3 cas. Le cas d'absence, le cas de l'unité et le cas de la multiplication. Et avec un monoïde, en fait, on va gérer l'absence par l'élément neutre. Un élément seul, c'est le record. Et l'opération, c'est l'addition de 2 records. Et avec ça, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Je ne fais pas de spoiler, regardez la présentation, je vous conseille fortement. Voilà, c'est tout. Vous retrouvez cette présentation dans le repo GitHub World Record avec des exemples de code en Java. Moi, je suis un peu le Buzz l'éclair avec mes collègues. J'en dis mettez-en partout, j'en vois partout, en Python, en Java, en Kotlin et autres. Donc, je vous conseille forcément de vous y pencher et que ça devienne quelque chose qui soit dans votre boîte outils de développeur pour tous les jours et pour votre métier. Merci beaucoup.